Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour ce mardi 22 novembre. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre LGF, le grand forum, comme chaque jour, pour vous accompagner. Avec aujourd'hui pour m'accompagner Nadia Cherif. Bonjour ma Nadia, comment ça va ? Attends, si je t'allume ton micro, c'est mieux. Bonjour ma Nadia, ça va ? Très bien, et toi ? Oui, et vous très tous, bien, parfait. Et Nadège aussi qui est parmi nous. Voilà, elle est là, Nadège, ouais, fidèle, absolument. Banquière et prof de yoga, et militante associative, tout ça, évidemment. Tout ça. Oui. Il y en a un, il t'a fait faux bon aujourd'hui. Tu te rends compte, Philippe ? Philippe. Quel goujat. C'est vrai, alors là, je suis d'accord avec toi. Quel goujat. Non mais peut-être de moins. C'est quoi, un jour on va faire diffuser les off. Je vais t'enregistrer et je vais donner aux auditeurs et aux auditrices les off. Et ils vont dire mais c'est une radio de fou. C'est une annexe de Paul Guiraud de Sainte-Anne. Vous êtes des dingues. On t'aime quand même. Bonjour Philippe Poyaki, co-porte-parole nationale d'Europe de... Oula. Non. Pardon. De l'écologie au centre, pardon. Ça marche. Ça aurait pu marcher, hein, cela dit. Oui, normalement, si on m'avait pas fait des vacheries, il y a de fortes chances que je serais devenu le prochain secrétaire national. Voilà, c'est ça. Mais visiblement, Europe Écologie Les Verts n'est pas prêt d'avoir quelqu'un de la diversité à la tête de son parti. Et également conseiller régional Île-de-France, bien entendu. Tout à fait. Jusqu'à 18h, voici le programme, les amis, on y va. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Dans un instant, nous partirons, et vous savez que tout au long de ce mondial, on en profite aussi pour découvrir le Qatar. On sera avec Thierry, journaliste à Oryx FM, du côté de Doha au Qatar, pour nous parler aujourd'hui d'un gros contrat qui a été signé hier avec la Chine et d'une centrale solaire qui a été également inaugurée juste avant le mondial. C'est Thierry qui nous en dira davantage dans quelques instants pour sa deuxième chronique venue du Qatar. Nous parlerons aussi de l'affaire Othman. Vous vous souvenez de cette histoire du petit Othman qui est mort asphyxié dans son ascenseur du côté du Val-Forêt à Mantes-la-Jolie. Nous aurons sa maman, puisque Otis, la société d'ascenseurs, se retourne contre les parents, disant qu'ils n'avaient pas cet enfant de 7 ans à prendre l'ascenseur tout seul. Donc il renvoie la responsabilité des parents. Les parents, la famille appellent à une mobilisation devant le siège de la société ascensoriste. Jeudi, on sera avec sa maman, Soumia, dans quelques instants. Emmanuel Macron, qui vous le savez était à Djerba pour le 18e sommet de la francophonie, et il a répondu à une question de Tarek Mami, une question d'ailleurs qui a été reprise dans toute la presse au sujet des visas, au sujet d'un thème qui nous est cher évidemment. Et vous verrez que Emmanuel Macron défend une certaine fermeté, il s'en félicite même, il déclare que cela a apporté ses fruits, ou commence à apporter ses fruits. On fera le point avec vous tout à l'heure. L'assurance chômage, on va essayer de la décortiquer, qui a été bien proposée par le gouvernement et qui sera en action à partir du 1er février. Est-ce injuste ou nécessaire ? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le Grand Forum FM2. En débat tout à l'heure entre Nadia et Philippe. Pour l'instant, c'est le injuste à 98% qui est au rendez-vous sur la question Twitter. On verra ce que vous en pensez, Nadia et Philippe. La belle histoire consacrée aujourd'hui à une émission Tous à la Une, présentée à l'époque par Patrick Sabatier. Évidemment, Mam nous en dira davantage. Et puis, le quiz, bien entendu. Et à la fin de l'émission et durant tout le mondial, on se prêtera à un petit jeu de pronostics. Et j'ai envie de dire que hier, ils ont été assez mauvais. On verra si Nadia et Philippe seront bons pour les matchs de demain. Je sais qu'ils n'y connaissent rien en foot tous les deux. Et c'est ça qui va être très intéressant, en tout cas, et très marrant. À tout de suite. Du vivre ensemble. Et je dois dire que la première surprise a eu lieu ce matin lors du mondial, puisque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine de Léo Messi 2-1. Première grosse surprise, vraiment inattendue. Et puis à l'instant, ça vient de se finir il y a à peine 3 minutes. La Tunisie, dans son premier match, a fait 0-0 face au Danemark dans le même groupe que la France qui joue ce soir à 20h. Face à l'Australie. Voilà. Alors demain, il y a 4 matchs à pronostiquer, Philippe, Nadia, on verra cela tout à l'heure en fin d'émission, notamment l'entrée en liste du Maroc. Demain, alors, on commence avec nos clins d'œil. Ce qui s'est passé dans l'actualité ou dans les faits marquants de ce 22 novembre. Et tout d'abord, mon cher Philippe, ma chère Nadia, en 1963, c'est l'assassinat d'un président, John Fitzgerald Kennedy, abattu de 2 balles à Dallas, aux États-Unis. Donc, il a été président de 1961 à 1963. Donc, le président Kennedy assassiné à Dallas. On peut dire qu'il y a vraiment une
comment dirais-je, la famille Kennedy a été touchée quand même par pas mal de drames, Nadia. Oui, on peut parler de malédiction pour certains. Voilà, malédiction, c'est le terme que je cherchais. Oui, c'est vrai, mais comme beaucoup de dynasties, les Gandhi, on peut le dire. Mais en même temps, ils ont marqué l'histoire et en même temps, ils continuent à marquer l'histoire. Il y a toujours un Kennedy en politique. Oui, alors l'assassinat de Kennedy, Philippe. Ouais. John Gerald Kennedy, officiellement tué par Lee Harvey Oswald, de 2 balles dans la tête, de tirs de 2 angles différents avec un véhicule en mouvement. Ouais, le mec était fort. Hein. Ouais. Très fort. Très fort. Ouais, très fort. Ouais, c'est plus une malédiction là. On voit qu'il y a des sorts qui s'acharnent sur les Kennedy, qui est très populaire. Et puis c'est pas ça, c'est que lorsque le frère Bob peut devenir président, il va forcément déclasser des dossiers. Et en déclassant des dossiers, on va savoir la vérité de comment est mort John Gerald Kennedy. Donc voilà, la malédiction fait que ceux qui étaient aux manettes n'avaient surtout pas intérêt qu'un Kennedy puisse redevenir président de la République et avoir accès et main basse sur tous les documents qui pourraient compromettre certaines personnes. Et puis en 1975, c'est Juan Carlos qui devient officiellement roi d'Espagne. Juan Carlos, Nadia. Oui, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, il a une réputation et une image qui en a pâti, parce que c'est un roi qui a été nommé et qui a été voulu par le gouvernement de l'époque, mais il n'a pas joué son rôle. On peut dire aujourd'hui que la monarchie espagnole, avec ce roi, n'a pas brillé. C'est son fils aujourd'hui qui essaye de faire le nécessaire pour redorer le blason. Tu partages l'avis de Nadia sur le règne de Juan Carlos, Philippe ? C'était Magouille et compagnie quand même. Quelle année déjà, tu m'as dit ? 75, il devient roi, Juan Carlos. Ouais, c'est un peu compliqué, tu sais, il devient roi alors que son père a vécu et a collaboré avec le franquisme. Tu vois, tu sais, être roi, je crois que je l'envie à personne parce que tu as des codes, tu as des rituels, tu as des protocoles. T'es dans une prison avec des barreaux en or. Ok, d'accord, super, les barreaux ils sont en or, mais ça reste une prison. Et bon, ouais. Philippe et plus lui, le plus aimé. Concernant, il faisait ce qu'il voulait, il avait de compte à rendre à personne. C'est son fils qui essaye d'être en phase avec l'Espagne et le pouvoir politique espagnol. Mais le père était Magouille et compagnie, hein, j'ose le dire sous cet angle-là. Hein. Et d'où l'amour des Espagnols pour le fils. Parce qu'ils ont vu qu'il s'était marié avec une personne de son choix, qu'il mettait en avant la réputation du pays et sa famille, tandis que le père, on sait tous qu'il a eu une vie familiale, professionnelle et sentimentale pas très nette, on va dire. Bon, et puis sinon, dans les clins d'œil de l'actualité, en 1967, adoption de la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le retrait d'Israël des territoires occupés et la reconnaissance de chaque État de la région. On sait ce qu'il en devient, rien, et surtout de plus en plus de colonies et des résolutions qui n'ont jamais été respectées par Israël. Oui, mais d'où la nécessité de se dire à quoi sert l'ONU. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question, à quoi sert l'ONU, effectivement. Pas que pour ce cas précis. Dans l'actualité aujourd'hui, on l'a appris en début d'après-midi, c'est de la prison ferme mais avec aménagement bracelet pour Claude Guéant. Nadia, Philippe, Claude Guéant, bon, il fera du HEPS à la maison avec le bracelet dans le cadre de la campagne et des fraudes et compagnie. Voilà, donc, oui, c'est bien, mais ça veut dire aussi... oui, non, c'est bien parce qu'il faut un exemple. Mais à côté de ça, étant donné les gouvernements successifs qu'on a aujourd'hui et toutes les preuves de corruption, on n'a jamais eu autant de gouvernements successifs avec des personnes et des ministres corrompus ou avec des casseroles. C'est hallucinant. Ouais. Philippe, Claude Guéant, 6 mois... Voilà, 6 mois ferme avec aménagement, bracelet électronique. Mais qu'en pense Sarkozy surtout ? Ouais, Sarkozy pour l'instant. Attends, bouge pas, je l'appelle. Ouais, Nico, voilà. ouais. Exact, parce que bon. Arrête tes conneries, Nico. Non, je fais la radio. Il travaillait pour lui quand même. Bah et il était protégé par lui.
Ouais, écoute, je sais pas moi. Comment ça, tu sais pas, Philippe? Non, je sais pas, non, j'attends qu'elle finisse. Je croyais que mon micro était coupé. Parce que j'étais en train de faire une vanne, il m'a buté en pleine vanne. Donc, Oh, désolé. Ouais. je Cher t'en prie. Philippe. Écoute, T'avais qu'à être là. Voilà. Non, ça peut être scandaleux, choquant, ce que tu veux. Il y a des lois. Bon, ok, c'est conforme à la loi, mais il faudrait que ça soit la même pour tout le monde. Que tu sois une petite personne ou une grande personne, ou alors que les peines soient appliquées pour tout le monde. Mais donc, ça envoie un signe où tu peux faire des dingueries et ne pas aller en prison. C'est bizarre quand même comme système judiciaire. Ouais. Bon, c'est vrai que quand aujourd'hui en France, avec la surpopulation carcérale, on imagine bien quand même que les petites peines, on essaye quand même de favoriser le bracelet électronique pour éviter d'engorger les prisons. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, ça veut dire soit il faut construire plus de prisons, soit il y a des gens qui sont en prison pour des choses mineures et qui ne devraient pas y être. Aussi, enfin, tu vois. Accessoirement. Respecter la loi, c'est-à-dire, Nadia. Respecter la loi, accessoirement, faire des choses cohérentes qui aussi impliquent une moralité, une éthique, des valeurs. Nous, on est en train de parler de restrictions alors qu'il faudrait justement respecter le vivre ensemble et la société dans laquelle nous sommes. Bon, voilà pour les clins d'œil en tout cas. Aujourd'hui, dans un instant, on va aller du côté du Qatar avec Thierry de Oryx FM pour nous parler aujourd'hui d'un contrat assez impressionnant qui a été signé entre le Qatar et la Chine hier. On parle de gaz évidemment. Et puis l'inauguration aussi d'une centrale solaire, ça a été juste avant le mondial. Les à côté du mondial pour découvrir le Qatar, c'est tous les jours avec Thierry, journaliste à Oryx FM, qui est une radio évidemment au Qatar. Vous savez ce que c'est un oryx, Nadia? Non, je sais pas. C'est un animal du désert. Ah, bah oui. Un bel animal du désert qu'on peut trouver évidemment au Qatar et ailleurs. Voilà, 01 40 33 9000 les amis pour nous rejoindre. On est en direct et avec vous dans le LGF. Tiens, petite dédicace pour Philippe, ça dit quelque chose? Ouais. On lâche rien. Voilà, on lâche rien de notre ami HK à Cadour, que je salue, voilà, qui habite dans une belle région du côté de Cahors. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct en ce mardi 22 novembre avec Nadia Chérif, avec Philippe Bouriaki qui sont avec nous aujourd'hui évidemment. Et nous allons prendre la direction du Qatar et nous allons accueillir Thierry, journaliste à Oryx FM. Bonjour Thierry, comment allez-vous? Bonjour Christophe, tout va bien. Bonjour à tout le monde. Comment va le Qatar aujourd'hui? Quelle est la météo au Qatar? On fait notre petit point météo là. Il fait très bon. La température aussi entre 25 et 27 degrés. Non, tout va bien. Très bien. Alors, on va évidemment profiter de ce mondial qui a démarré, je rappelle, le 20 novembre dernier, pour découvrir un petit peu le Qatar au travers de vos interventions quotidiennes, Thierry, dans cette émission du LGF. Et on va parler d'un accord qui a été signé là hier, je crois, entre le Qatar et la Chine, Thierry. Oui, c'est exactement ça. Ce sont les à côté du mondial. On ne parle pas que de football. Ici au Qatar, on a appris donc que Qatar Energy a signé un très important accord avec la Chine. Ce serait d'ailleurs le plus long accord d'approvisionnement en gaz de l'histoire de l'industrie du GNL, le gaz naturel liquéfié. Alors le Qatar s'engage à fournir 4 millions de tonnes de GNL par an pendant, tenez-vous bien, 27 ans. Et là, ce gaz viendrait de son nouveau projet d'expansion du North Field, ce très gros gisement qui se situe dans le nord du Qatar. Et le Qatar renforce ainsi sa position sur le marché asiatique. On sait qu'il vend déjà du gaz outre à la Chine. Il vend du gaz particulièrement au Japon et en Corée du Sud. Et donc, c'est un important projet d'expansion de sa production qui doit passer de 78 millions de tonnes par an à 126 millions de tonnes par an d'ici 2028. Donc, puis vous savez que le gaz naturel liquéfié, c'est présenté comme l'énergie pour la transition énergétique. C'est l'énergie fossile la plus propre ou la moins polluante. Ça dépend d'où on se situe. Oui, absolument. Voilà. Donc gros contrat avec la Chine et puis en même temps on a appris, Thierry, vous nous l'apprenez en tout cas, l'inauguration d'une centrale solaire. Ça a été inauguré juste avant le mondial?
Voilà, alors le Qatar ne dépend plus que du gaz, en fait, mais il a construit une très grosse centrale solaire. Elle a été inaugurée juste avant le mondial, le mois dernier, c'était le 18 octobre dernier. Alors, c'est une centrale qui s'étend sur 10 km² et elle produit 800 mégawatts. Alors, cela représente à peu près 10% de la demande en électricité à son pic ici au Qatar. Donc, ça vous permet un petit peu de voir l'ambition de ce projet. C'est un projet d'ailleurs dans lequel Total Energy était associé à une entreprise japonaise. L'entreprise japonaise s'appelle Marubeni. Alors, l'énergie solaire rentre en fait dans une stratégie de diversification des énergies ici au Qatar, dans le cadre des objectifs de développement durable. Et puis, c'est une énergie qui rentre aussi dans la stratégie pour l'organisation de la Coupe du Monde. Ce n'est pas un hasard si elle a été inaugurée avant la Coupe du Monde. Et il y a eu aussi l'inauguration d'un très grand dépôt de bus électriques qui a été mis en service avant cette Coupe du Monde. Ce dépôt de bus électriques a une capacité de plus de 450 bus, des bus rechargés à l'énergie solaire grâce à la présence de 11 000 panneaux solaires, donc de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable. Et le Qatar a pour ambition de continuer sur cette lancée, puisque cette année, en début d'année, on a appris qu'il a lancé la construction de 2 autres centrales solaires. Chacune a une capacité à peu près de 400 mégawatts. Et donc, ça va s'additionner à celle déjà en cours. Donc, ça va faire 1600 mégawatts de production d'électricité grâce à l'énergie solaire. Et à terme, Qatar Energy a pour ambition de produire 5 gigawatts grâce aux énergies renouvelables. Voilà. Donc le Qatar fait aussi des efforts en ce qui concerne l'environnement, on peut le voir. Ah, tout à fait. On a tendance à présenter le Qatar comme un petit pays fou qui a dépensé énormément, qui a fait des catastrophes écologiques. Non, c'est un pays qui a conscience de son patrimoine naturel, qui a conscience des enjeux environnementaux. D'ailleurs, il y a un programme qui est chargé de lutter contre le gaspillage d'électricité ici au Qatar. On peut avoir une amende de 10 000 riyals, c'est à peu près un peu plus de 2 500 à 3 000 euros. On peut avoir une amende de 10 000 riyals si on laisse les lumières ou des guirlandes allumées en extérieur pendant la journée. Donc, c'est vous dire comment ces affaires-là sont prises au sérieux. Ouais. Alors, est-ce qu'on sent un engouement quand même, Thierry, avec le mondial? Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters? On a dit qu'il y avait beaucoup, par exemple, d'Argentins, beaucoup de Brésiliens aussi. Est-ce qu'il y a des supporters en masse? On sait que ça bouge beaucoup au Qatar, mais là, on sent quand même qu'avec la Coupe du Monde, il y a une certaine effervescence. Là, on sent qu'il y a du monde, on sent qu'il se passe quelque chose. Ah oui, les lieux publics sont pris d'assaut par les supporters. D'ailleurs, le président, le PDG de Qatar Airways avait annoncé que ses vols étaient pleins pour les prochaines semaines. Donc, c'est vous dire qu'il y a énormément de supporters qui arrivent. La FIFA avait annoncé la vente de près de 3 millions de billets. Donc, oui, il y a un grand engouement. Il y a beaucoup de gens ici à Doha, oui. Et on dit d'ailleurs aussi que beaucoup de supporters, tellement il y avait beaucoup de réservations et que c'était quasi complet, faisaient aussi aller se loger par exemple à Abu Dhabi ou à Dubaï. Exactement, il y a un système de navette qui a été mis en place pour cela. Il y a aussi des gens qui ont été un peu découragés par les prix. Dans les hôtels, dans les solutions d'hébergement, ça leur revenait moins cher d'aller loger à Dubaï ou à Abu Dhabi et de faire la navette vers le Qatar. D'accord. Eh bien, chaque jour, on va ainsi découvrir. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est ce gros contrat signé avec la Chine. Ça a été annoncé hier pour de gaz liquéfié, bien sûr. Et l'inauguration aussi d'une grande centrale sur 10 km², centrale solaire, donc au Qatar, inaugurée le 18 octobre dernier. Merci beaucoup Thierry. Oryx FM, c'est la radio qu'il faut évidemment écouter lorsqu'on va à Doha au Qatar. Exactement, la radio des francophones du Qatar, la seule radio francophone du Golfe. Eh ouais, c'est pas, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous allez à Doha ou faire un tour au Qatar. Écoutez Oryx FM. Merci beaucoup mon Thierry, à demain. À très bientôt, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Thierry, journaliste au Qatar, dans cette radio qui s'appelle Oryx FM, Nadia.
Bon, on a entendu beaucoup de conneries sur le Qatar. La preuve quand même qu'ils font des efforts en matière d'environnement, là, tu l'as entendu. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est des personnes qui sont orientées investissement, business et action, et c'est vrai. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il y ait la partie football, la partie investissement écologique. On est en train de leur taper dessus sur plusieurs sujets qui sont pour certains justes, mais il n'empêche qu'ils gardent justement le cap sur les investissements et la transformation écologique de leur pays. Et c'est la preuve. Et sans faire de bruit d'ailleurs. Ouais, alors justement, puisque on en est à parler de cela, quel est ton avis un petit peu sur tout le Qatar bashing qui a eu lieu là avant la Coupe du Monde ? C'est trop parce que bien évidemment beaucoup de journalistes ont fait leur boulot, ont prouvé qu'en Argentine à un moment donné il y avait eu ce souci-là dans les années 60 si mes souvenirs sont bons, avec la Russie également qui n'est pas un pays où on parle de droits de l'homme on va dire gentil. Pareil, on a été les voir. Enfin, on a sélectionné ce pays. Il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, il y a d'autres pays pour lesquels il y a eu des grosses questions quant à la sélection et le jeu et le fait d'aller justement travailler avec eux. Maintenant, effectivement, moi, j'estime que c'est too much, que le Qatar a été injustement traité. Ça, je peux le dire. Non pas de par mes origines maghrébines, musulmanes, non, c'est juste, soyons honnêtes et ayons l'esprit un petit peu plus large pour dire, on connaissait les conditions d'acceptation et la sélection des pays. Alors pourquoi avoir sélectionné le Qatar ? Pourquoi est-ce qu'on a dit oui ? Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ? C'était en amont. Aujourd'hui, c'est trop tard. Une fois que tout est fait, tout est mis en place, on discute en disant, finalement, on n'est pas d'accord. Non, c'était avant. Philippe, un avis sur le Qatar bashing là, auquel on a eu lieu de la part des journalistes, des politiques, des médias aussi, juste avant que le mondial ne démarre ? Je crois qu'il n'y a rien à dire en vérité. Ah, il y a un écho. Non, il n'y a pas d'écho, on t'écoute. Si. Bon, ouais. Non, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai plus rien à dire. Moi, ils m'ont fatigué. C'était avant qu'il fallait le dire. En Chine, je les ai pas entendus. Pourtant, je crois qu'il y a 4 millions de Ouïghours dans des camps de concentration. En Russie, les opposants sont au placard. Et aujourd'hui, il y a eu toutes les exactions qui ont été faites par les Russes, des actions aussi contre les personnes LGBT dont pas le droit de manifester pour les Gay Pride, etc. Et là, le Qatar, d'accord, ils sont peut-être dans la même mouvance, mais pourquoi ils auraient le droit à un traitement différencié ? Ouais. Ça, le truc, il est juste hallucinant. C'est bancal. Parce que peut-être qu'ils sont musulmans, donc ils ont le droit à un traitement de faveur. Faut le dire, sinon moi je. Ouais. Alors. Ouais, non, tu finis par devenir parano, quoi. C'est pas pleurer pour dire islamophobe victimaire, etc. Non, il y a une réalité. On voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Par contre, quand c'est le Qatar qui vient racheter des hôtels, qui vient racheter le PSG, qui vient de dépenser des millions ici, qui a investi dans les industries françaises, ça, c'est des bons Qataris. Non, mais il y a le bon et le mauvais Qatari. L'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Qataris se rendent compte. C'est un bonbon le qui se coule, non ? Oui, non, mais c'est l'effet. Ouais. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les Qataris se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ont fait le nécessaire pour faire en sorte de faire partie des personnes qui prennent en charge des très, très, très gros projets et puis le mettent en place et y arrivent. Et ils se rendent compte de la limite de l'exercice, c'est-à-dire que on est en train de leur taper dessus, non pas sur leurs compétences, mais sur le côté maghrébin, arabe, musulman, droits de l'homme, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils vont faire en sorte de redéployer leurs investissements dans des zones qui leur sont favorables. On a notre copain Nasser Lagili qui est avec nous hier et qui est avec nous par téléphone. Comment ça va, mon Nasser ? Ouais, ça va très bien, et vous ? Écoute, très bien, félicitations pour l'équipe de Tunisie, là, 0-0 pour ce premier match. On a quand même tenu tête, j'ai plus de voix, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais... Je crie
J'avais crié sur les joueurs, tout simplement, mais ils m'entendaient pas, donc c'était un peu compliqué. Alors ça, j'adore. Vous savez, alors là, vous savez, j'ai vu des personnes qui vivent le match pleinement, c'est-à-dire qui gueulent après les joueurs devant leur télé. Sauf que faut se dire effectivement, comme le dit Nasser, les joueurs t'entendent pas, donc ça sert à rien que tu uses ta voix, que tu dépenses ton énergie. On est tellement passionné, Christophe. Tu sais très bien. Bon, en tout cas, bravo, bravo. Donc. Maintenant, c'est le plus dur arrive, c'est surtout la France et l'Australie. Eh oui, il y a un France-Tunisie le 30 novembre, les amis. Voilà, absolument. 30 novembre, ouais. J'espère qu'on va les claquer. Je suis désolé pour les supporters français. Mais calme-toi, Nasser, calme-toi. Je te dis, tout va bien. Je suis plus que calme, je te rassure. Ils vont claquer qui? Quoi, ils vont claquer la France, les Tunisiens? Oui. On disait la même chose pour le Danemark. Ils nous ont dit qu'on allait se faire lyncher. Ah oui, voilà, la Tunisie a tenu tête 0-0. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Qu'est-ce que t'as à dire à Nasser? Mon frère, tu peux boire toute la boga que tu veux, tu peux manger toute la rissa que tu veux. Ma parole, Kylian Mbappé, il va vous Détends-toi, Philippe, ça va bien se passer. Ouais, notre copain Gérald. Non, moi, je voulais intervenir, Christophe, sur ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais c'est intéressant parce que c'est des débats maintenant qui reviennent souvent sur la question de la maltraitance, de savoir si le Qatar avait droit ou devait être, on va dire, autorisé à organiser cette Coupe du Monde. Moi, hier, j'ai oublié d'en parler parce que c'est vrai que ça m'est sorti de l'esprit. Mais nos parents, quand ils sont arrivés dans les années 70, ils étaient bien traités. On est parti chercher de la main-d'œuvre utile. Pour faire quoi? Pour faire des trains, des métros, pour faire quoi? Pour faire des égouts, pour nettoyer tout ce qui était mauvais dans ce pays. Et personne ne se posait la question de savoir si c'était pas de la maltraitance. Ils ont vécu dans des bidonvilles. Ils allaient chercher leur eau tout seuls. Et aujourd'hui, on est en train de critiquer le Qatar sur ce point-là, alors que le Qatar, eux, ils ont fait quoi? Ils sont partis chercher de la main-d'œuvre utile. Ils sont partis chercher de la main-d'œuvre utile. On n'a pas retiré les passeports à nos parents, quand même. Comment? On n'a pas retiré les passeports à nos parents. Moi, je suis pas pro ou anti-Qatar. Mais on est d'accord. Je suis en train de dire que eux ont des exemples. Et il est vrai que nos parents sont venus, enfin, je parle aussi des miens, parce qu'il y avait un besoin. Mais ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Attendez. Nos parents, ils avaient le choix de repartir. Mais bien sûr. Alors, ils avaient le choix de repartir. Et s'ils avaient le choix, ils seraient repartis depuis longtemps. Alors que les conditions de vie dans le pays, quand ils vivaient dans des bidons, c'était pas le paradis, je suis désolé. Mais eux, ils étaient là parce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'argent, ils avaient besoin de partir. Ils avaient l'intention de repartir au pays. Oui. Et après, c'est après qu'on les a acceptés. Aujourd'hui, on essaye de rejeter. Parce que les migrants, vous croyez que c'est quoi? C'est de la bonne traitance? Quand on prend des tentes et on les jette dans des poubelles, et c'est filmé, faut pas déconner. Il y a des choses. Philippe l'a vu, ça, à Place de la République, il l'a vu pour les Afghans, Philippe. Ah oui, non mais après c'est pas méchant. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça. Oui, mais l'hypocrisie, sur l'affaire de l'alcool. Oui, mais on nous a dit oui. C'est inacceptable, il n'y a pas d'alcool. Mais en France, c'est interdit l'alcool dans les stades. Pourquoi on en fait toute une polémique quand c'est le Qatar? Exactement. Mais à côté de ça, il faut avoir la maturité derrière pour que, lorsqu'il y ait ce type de comportement, que les Qataris puissent aussi dire ça suffit, basta, ce qu'on vit dans les pays occidentaux où on nous rejette. On a les moyens, on va aller investir ailleurs. Et c'est le portefeuille qui fait mal. Bon, en tout cas, c'est pas pour défendre le Qatar. Je suis très loin de défendre le Qatar. Je vois la dictature qu'il y a. Mais je veux dire, la torture de certaines personnes qui ont vécu là-bas, etc. Donc, mais je dis tout simplement l'hypocrisie que je ne supporte plus en France, parce que c'est que en France qu'on entend ce genre de truc. Vous allez dans les autres pays, il n'y a personne qui parle. Ceux qui ont boycotté la cérémonie d'ouverture au Qatar, c'est tous les Occidentaux. Il n'y en a aucun qui est venu pour aller à la cérémonie alors qu'ils étaient tous invités. Absolument, aucun président. C'est honteux. Merci mon Nasser et bon match pour ce soir. Équipe on va regarder ça avec attention. Voilà, France-Australie 20h ce soir. Merci mon Nasser. Exactement. Prenez soin de vous. Ciao. Et juste auparavant, il y aura oui, prenez soin de vous quand même. Merci beaucoup mon Nasser. Mexique-Pologne également à 17h. Voilà. Restez avec nous dans un instant. On accueille la maman du petit Othman qui est mort asphyxié dans son ascenseur. Le LGF avec Nadia Chérif, avec Philippe Boriaki sur France Maghreb 2 et avec notre invitée Soumia qui est la maman du petit Othman. Bonjour Soumia, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Alors rappelez peut-être à nos auditrices et auditeurs de France Maghreb 2 qui ne savent pas ce qui s'est passé concernant votre fils Othman qui est mort asphyxié dans l'ascenseur de votre bâtiment, on va le fourrer à Mantes-la-Jolie.
Que s'est-il passé, Soumia? Oui. Le 10 octobre, bonjour, je suis Soumia, la maman du petit Othman décédé dans un ascenseur défectueux d'Otis et de Montagny Habitat. Le 10 octobre, Othman, il a pris l'ascenseur pour aller rejoindre son frère qu'il attendait. Après 20 minutes, son frère il est revenu pour me dire que Othman il est pas arrivé. On est parti le chercher et on l'a trouvé après étouffé et mort dans l'ascenseur. Il avait 7 ans. Entre deux étages. Il avait 7 ans, hein? Oui. Il est descendu avec une trottinette, c'est ça? Oui. La rue de la trottinette s'est bloquée dans l'ouverture de la porte de l'ascenseur et le guidon lui a coincé la gorge et il est mort asphyxié. Ça s'est passé il y a quelques années maintenant. Oui, en 2015. En 2015. Le 10 octobre 2015. Nous sommes en 2022 et la justice n'a toujours pas rendu son verdict. La justice, oui, le 24 juin 2022, la justice elle a condamné Otis. La société d'ascenseur, oui. La société d'ascenseur, mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a une condamnation, Otis il forme un pourvoi de cassation pour casser la condamnation et pour nous mener encore dans une bataille judiciaire. C'est ce qui s'est passé là dernièrement. En fait, la société d'ascenseurs autistes renvoie votre responsabilité à vous en tant que parent. Oui, ils ont déformé le procès de la cour d'appel. Ils ont dit qu'il y a des éléments qui sont rapportés par la cour et qu'ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas informés, pardon. Et ils demandent la responsabilité de nous, les parents, de ce qui s'est passé à notre enfant. Ouais. Alors, oui. vous appelez, vous, à une mobilisation devant le siège social de la société d'ascenseurs ce jeudi. Oui, un rassemblement jeudi, le 24 novembre à 14h devant leur siège. Qui est situé où? À Puteaux. À Puteau, d'accord. Oui. Et quel est l'impact que vous pensez que cette mobilisation aura quel est le message que vous souhaitez envoyer à la société Otis? D'abord, je voulais préciser que c'est un deuxième pourvoi de cassation qui est vraiment très rare, qui est un deuxième pourvoi de cassation dans une affaire. Et je voulais montrer à Otis déjà que j'ai pas peur d'eux, que je vais mener cette bataille jusqu'au bout, même s'ils font 10 pourvois de cassation, je vais aller jusqu'au bout. Eux, ils ont le pouvoir d'argent pour nous mener dans un autre procès ou dans une autre procédure judiciaire, mais nous, moi et ma famille, on est là, on a la force et l'amour de notre enfant. Ouais. Donc là, pour dire à Otis qu'on est là, qu'on n'a pas peur d'eux, et pour dénoncer l'acharnement contre nous. Alors c'est ce jeudi à 14h devant le siège de oui. Otis à Puteaux. Oui. Nadia. Oui, alors tout d'abord, c'est un témoignage difficile. En tant que maman, je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, courage, mis à part courage. Et ce message est très important, c'est pour ça que moi je vous remercie et je pense que d'autres aussi. Le fait de ne pas lâcher, le fait de continuer, ce n'est pas une question d'argent parce que malheureusement certaines personnes se disent elles sont là pour en parler d'elles et puis surtout pour savoir ce qu'ils peuvent gagner financièrement. Moi je tiens à dire que quand on voit ce type de procès, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'image, de respect des défunts et surtout de se dire c'est injuste. Et c'est pas parce que c'est injuste que je ne ferai pas le nécessaire. Et c'est pour ça que moi voilà, moi je suis tout cœur avec vous, comme beaucoup de gens. Et vraiment courage et de l'énergie
et des gens autour de vous. Et nous tous, on vous soutient tous, ne serait-ce qu'en tant que parents, en tant que personnes humaines, parce que c'est inhumain ce qui s'est passé. Et il ne faut pas que ça reste impuni. C'était juste impossible. Chacun sa responsabilité, et Otis a sa responsabilité. Donc ils feront le nécessaire pour ne rien faire et pour faire passer le temps. Mais vous serez là et France Maghreb 2 et d'autres organismes seront là pour vous soutenir et pour vous dire on est avec vous et ce ne sera pas impuni. Merci beaucoup. En tout cas, c'est jeudi. Un rappel 14h30 devant le siège donc de la société Otis à Puteaux, Soumia. J'imagine, ma question est un peu bête, mais j'imagine qu'en tant que maman, en tant que parent, on ne se remet jamais de la perte d'un enfant. Non, jamais. Jamais. On est brisé. Notre vie, elle a changé depuis ce qui s'est passé à notre enfant. Voilà. Et ils peuvent pas. Malheureusement, ils peuvent pas voir ça parce que notre vie a basculé en vécu. Notre rythme de vie, il a changé. On n'a plus la joie comme avant. Donc, voilà. Il n'y a pas de mots en fait. Je peux pas vous exprimer ma souffrance. On imagine bien. Enfin, on imagine. Les gens qui disent voilà, je me mets à votre place, non, on peut pas se mettre à votre place parce qu'on ne connaît pas le sentiment, la situation. Évidemment, mais on peut qu'imaginer et surtout vous souhaiter bon courage. C'est vrai, Philippe, moi je déteste les gens qui disent je me mets à votre place. C'est une épreuve que je la souhaite à personne. Bah oui, j'imagine. Même en mon pire ennemi, je ne souhaite pas ce qu'on vit. Bien sûr. Et malheureusement, il ne laisse pas mon énergie, ma vie. Que je peux donner à mes autres enfants, parce que j'ai 4 enfants qui m'attendent, mais ils ne me laissent pas le choix. Oui, vous voulez faire le deuil, quoi. Vous ne pourrez pas faire le deuil tant que justice ne sera pas rendue. Philippe, oui. Non, c'est très difficile. Non, tu as dit que tu détestais les gens qui disaient je me mets à votre place. Oui. Si, lorsque tu es humaniste et que tu as de la compassion, tu peux te mettre à la place. Bien évidemment, tu ne peux pas ressentir la peine et la douleur, et je souhaite à personne de le ressentir pour pouvoir comprendre ce que la mère du petit souffre dans sa chair. Je fais pas de hiérarchisation entre une mère et un père qui aurait perdu son enfant, mais une mère, c'est surtout pour nous les vétérinaires, mais pour toute l'humanité d'ailleurs, elle porte son enfant, elle a un lien direct, éternel avec son enfant. La réaction de Otis, qui est un groupe international qui a un chiffre d'affaires colossal et juste incompréhensible. Ils essaient de se dédouaner en disant un enfant de moins de 12 ans, si j'ai bien compris, parce que c'est ce qui a marqué, ne doit pas prendre l'ascenseur tout seul, etc. Ça n'existe nulle part dans le monde, évidemment. Et donc à la douleur, il rajoute la culpabilisation aux parents. Enfin, c'est juste honteux. Taisez-vous, vous avez des assurances, vous faites une entorse à votre règlement, mais c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'agir comme ça. Oui, mais il y a des problèmes d'ascenseur. On en a déjà parlé dans cette émission avec justement La Belle Histoire. C'est qu'il y a ce problème d'entretien des ascenseurs jusqu'à ce qu'il y ait des choses horribles telles que celle-ci. Absolument. Merci beaucoup, Soumia, en tout cas. Et donc, rendez-vous tous, 14h30 ce jeudi à Puteaux, devant le siège de cette société, en tout cas, d'ascenseurs. Merci beaucoup, Soumia, et bon courage pour la suite. Merci, Christophe. Merci à vous. Oui. Et il a raison, mon Philippe. C'est vrai, ils ont des assurances, quoi, qu'ils les fassent marcher. Enfin, je sais pas, qu'à un moment, il faut savoir assumer ses responsabilités. Puis voilà, rendre justice. Ils ont surtout des très bons avocats. Bah oui, absolument. Allez, dans un instant, on va parler un peu d'Emmanuel Macron, tiens, qui était à Djerba. Il se promène beaucoup aujourd'hui. Et Tarek Mami y était. On écoutera d'ailleurs la question de Tarek Mami qui a fait réagir toute la presse. On y revient dans un instant. Sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Nadia Chérif qui est avec nous, banquière. Prof de yoga, ça te ferait du bien, mon Philippe, du yoga, un petit peu. Ouais, bien sûr. Bah oui, un petit peu de yoga, ça te ferait du bien, je te jure, ça te calmerait. Non, je suis très calme, sauf que quand t'appelles Christophe, il hurle ouais, pourquoi ça marche pas? Oh là là non, là c'est la là technique chez lui qui la merde, délation, Philippe. T'as vu? Je me dis, le mec est fou. Il est fou. Moi, je demande de toute façon, monsieur Mami, dès que je le vois, je demande qu'il fasse un test psychiatrique. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Philippe Bouriaki, qui lui est co-porte-parole de l'écologie au centre, co-porte-parole national ainsi que conseiller régional avec nous sur France Maghreb 2. Vos appels au 01 40 33 9000.
pour parler de ce que vous voulez évidemment dans cette émission, vous le savez, à n'importe quel moment évidemment. Alors on parlait d'Emmanuel Macron maintenant. Emmanuel Macron qui monte au créneau pour défendre sa politique d'immigration. Il était à Djerba en Tunisie, il a quitté Djerba dimanche soir, où le président participait au sommet sur la francophonie. Le chef de l'État a estimé que la restriction des octrois de visa pour les pays du Maghreb commençait à porter ses fruits. Selon Emmanuel Macron, la fermeté se révèle efficace. Depuis septembre 2021, la France tente d'imposer un taux de refus de 50% aux demandes de visa pour le Marocain et les Algériens et de 30% pour les Tunisiens. Et même si en réalité ces objectifs officiels semblent ne jamais avoir été atteints, le président considère que le durcissement affiché conduit les pays du Maghreb à admettre davantage de migrants, situation irrégulière sur le sol français. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron. Et il a eu un effet, selon lui, on l'écoutera dans un instant. Pour autant, des difficultés persistent. Les pays maghrébins restent peu enclins à accorder les laissez-passer consulaires nécessaires à l'expulsion de leurs ressortissants. Par ailleurs, cette question des visas participe à faire souffler un vent glacial, notamment sur la relation entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron assume sa politique. Tu as écouté un extrait justement là-dessus. Je pense qu'au moins on a eu un débat en vérité ces derniers mois. Et la susceptibilité, elle est des deux côtés. La France, elle a le droit d'être susceptible aussi. La France a le droit d'être susceptible, donc comme le dit Emmanuel Macron, susceptibilité réciproque, d'après le président, ne remet pas en cause la mobilité économique, académique ou encore politique. C'est ce que rappelle donc Emmanuel Macron. Alors avant d'écouter la question dans son entièreté, parce que c'est important de voir ce qu'il en est réel avec la question de Tarek Mami, puisque c'est Tarek Mami qui est à l'origine de cette question à Djerba lors du 18e sommet de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur justement cette politique migratoire, et notamment entre la France et le Maghreb, Nadia? On sent que c'est un peu tendu d'ailleurs, c'est ce qui a posé quelques soucis, on l'a vu dans l'affaire Equiusen où le Maroc a refusé d'accueillir Hassan Equiusen. On sent que voilà, c'est aussi... Mais pas que, moi j'étais au Maroc récemment et il y a toujours eu... un sentiment d'appartenance, un sentiment historique, de rapprochement, d'échange. Et aujourd'hui, les Marocains se sentent rejetés et pour certains se disent à quoi bon être francophone quand le pays avec lequel on a toujours eu des très bons rapports nous rejette et rejette nos étudiants, rejette nos hommes d'affaires, parce que la question des visas, c'est pas uniquement pour les étudiants, c'est aussi pour des hommes d'affaires qui ont des biens ou qui ont des structures ou des services en France et à qui on refuse le visa. Donc quelles sont les répercussions ? Tout simplement, ils vont plus venir, et tout simplement également, tous ceux qui ont l'habitude de se dire ça reste un pays pour lequel j'ai une réelle affection, eh bien on va changer le fusil d'épaule et on va se dire envoyons nos enfants au Canada, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, et puis faisons en sorte d'avoir des rapprochements économiques et des investissements qui soient pérennes, et arrêtons le couple franco-marocain. C'est dommage. Et il n'y a pas que cette question-là. Pareillement, qu'en est-il des ambassadeurs de part et d'autre ? Philippe, sur cette question, évidemment, et cette défense de la fermeté prônée par Darmanin, défendue à Djerba par Macron. La francophonie. Ouais, c'est pas Paris cet été qui a supplié la Tunisie de nous envoyer 10 000 serveurs. Enfin, juste à moins que je devienne amnésique. C'est pas Tunis, Alger et Rabat qui nous envoient leurs médecins pour éviter qu'on soit dans une galère totale. Sinon, parce que je crois que je deviens amnésique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est vrai. Alors écoutons la question dans son entièreté, la question et la réponse d'Emmanuel Macron. C'était à Djerba, effectivement, en clôture de ce 18e sommet de la francophonie. C'était à Djerba, question posée par Tarek Mami. Monsieur le Président, Tarek Mami, France Maghreb 2, avez-vous, oui, parce qu'on s'était coordonnés, donc on essaye. Ah bon. Avez-vous parlé de la question migratoire avec le président tunisien, M. Kais Saïed? Auquel cas y a-t-il de nouveaux accords? Et vous avez dit ce matin que la francophonie est un voyage. Est-ce que, comment
peut-on concilier ce voyage avec le fait de l'obtention des visas, y compris pour les personnalités universitaires maghrébines et africaines, devient plus difficile, c'est que les détours de venir en France et donc d'éviter la langue française. Alors, merci de mettre sur la table la question des visas, qui est très importante. Je pense qu'au moins on a eu un débat en vérité ces derniers mois sur le sujet du visa. Et je vous le dis, nous sommes tous avec nos compatriotes à gérer dans chaque pays. Et je veux 2 secondes que vous vous mettiez à la place des Françaises et des Français. Ces dernières années, j'aurais dit, l'Afrique, notre politique de développement sont une priorité. J'aurais dit, on a passé une loi, on va réinvestir beaucoup d'argent. Et on augmente notre aide publique au développement comme on ne l'avait pas augmenté depuis de nombreuses années. On est au 0,55% auquel je m'étais engagé et on va vers le 0,7%. On développe notre réseau, on a une nouvelle ambition pour l'Afrique. On va dans des pays où on n'avait jamais été, etc. On développe de l'offre universitaire dans plusieurs pays d'Afrique. On continue d'avancer. Et de l'autre côté, quand on a des étrangers ou étrangères venant de ces mêmes pays avec lesquels on développe une politique partenariale, ils sont en situation irrégulière parce qu'il y a des trafics qui sont organisés aussi. Et qu'on dit simplement, dans notre cadre de notre partenariat, il faut qu'ils puissent revenir, que vous les repreniez, on nous dit non. Ça ne serait pas acceptable. Parce que ça, c'est à ce moment-là, c'est un partenariat qui n'est pas respectueux et réciproque. Et la susceptibilité, elle est des 2 côtés. Et la France, elle a le droit d'être susceptible aussi. Et à la fin, ça marche comme ça. Parce que sinon, tout se casse. Et donc, je pense que ce partenariat, il doit être pleinement respectueux. Donc, oui à la mobilité des étudiantes et des étudiants, oui à la mobilité économique, académique, politique, à tout ce qui nourrit le dialogue, et nous devons le renforcer. Mais cette mobilité a été mise en danger par de nombreux pays qui n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de la France. Ce n'est pas acceptable qu'on ne reprenait pas, y compris des étrangers en situation irrégulière, qui étaient identifiés comme dangereux et troublant l'ordre public. Eh bien, bon, ce coup de chauffe des derniers mois a eu de l'effet. Je me félicite que tous les pays qui avaient encore laissé des tests PCR au retour les aient levés, ce qui est le cas de la Tunisie dans ces derniers mois et de plusieurs autres pays, parce qu'on a eu un dialogue franc. Et maintenant, on voit que les retours sont facilités. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place avec la Tunisie et beaucoup d'autres? Un dialogue qui doit être technique, opérationnel, qui fait le point de manière très régulière sur les filières d'immigration illégale, sur les ressortissants de pays d'Afrique qui sont en situation irrégulière qu'il faut faire revenir pour avoir un processus accéléré et, je dirais, fluide. Et puis de l'autre côté, qu'on puisse réamorcer l'instruction de visa. On parlait tout à l'heure d'ailleurs avec les communautés d'affaires qui le souhaitent aussi, mais pour les étudiants, les académiques, les personnalités d'affaires, qu'on puisse développer et pleinement utiliser des mécanismes qui existent déjà. On donne déjà des visas de très long terme qui permettent des allers-retours à beaucoup. Simplement, il faut qu'on refasse le point maintenant sur les choses et qu'on réamorce. Voilà. Donc il faut, pour qu'une politique marche, qu'elle ne soit pas hypocrite et qu'il y ait de la responsabilité des 2 côtés. Et si on veut que la mobilité choisie, fluide de tous et toutes fonctionne bien, et je pense aussi à beaucoup de familles, je le sais, qui ont subi des contraintes, eh bien il faut que tout le monde soit responsable et que quand il y a, à l'inverse, des personnes qui sont rentrées en situation irrégulière ou restées en situation irrégulière et qui parfois causent des problèmes, elles puissent revenir très rapidement. C'est ça le respect et la franchise. Moi, je crois, c'est la relation que j'ai toujours entretenue avec tous les pays du continent africain que je continuerai d'avoir. Donc, je suis optimiste sur l'avenir parce qu'on a avancé. Voilà, optimiste, Emmanuel Macron, il est sur l'avenir. Alors, quand il vous dit, Philippe, Nadia, voilà, nous, voilà, il renvoie la responsabilité au fait aux pays que sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, de ne pas réaccueillir leurs étrangers qui arrivent sur le sol français et qui sont en situation irrégulière. La France, dit-il, a le droit aussi d'être susceptible, Philippe. Qu'as-tu à répondre au président de la République, là, pour le coup? Il demande aux gens de se mettre à la place des Français. Non, mais là, sur le coup, il a raison. Là c'est indéniable. Tu as des gens qui arrivent en situation irrégulière. Ok. Leur demande est examinée, certains ont droit à l'asile, d'autres non, etc. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de possibilité, sauf dans les cas extrêmes, lorsque il y a des situations qui l'exigent, comme ils en ont parlé récemment, et après ils ont fait un pas en avant, un pas en arrière, etc. Il n'y a pas de régularisation massive, et donc il faut passer par le filière classique pour une régularisation, enfin pour une régulation, de venir par la filière régulière, immigration régulière autorisée et acceptée, et on sait que c'est énormément refusé, donc c'est pour ça qu'il y en a qui viennent de manière irrégulière. C'est le chien qui se mord la queue. Mais
si on ne respecte pas les accords, si on n'achète pas les choses au prix auquel elles devraient être achetées, forcément, il y a un déséquilibre et donc les gens rêvent de l'Eldorado et de vivre mieux pour leur descendance. Donc, c'est le chien qui se mord la queue, je le dis. Mais en même temps, sur le fond, sur le fait que des pays refusent d'accueillir des gens qui sont venus de manière irrégulière, ça crée la frustration du pays, la France en l'occurrence, et donc les politiques ne répondent aussi, ont des comptes à rendre à la population et aux gens qui votent. Et donc ça exaspère, ça énerve, et donc ça froisse les relations, et ça peut les rendre de manière assez compliquée pour la suite. Sur le fond, là-dessus, il a raison, il faut que les pays jouent le jeu et qu'ils récupèrent, surtout, et je comprends qu'on ne veut pas récupérer des gens qui sont problématiques, je parle de ceux qui commettent des délits et des méfaits, mais c'est pas possible, on ne peut pas nous gérer ça, accepter ça, et puis avoir des gens se retrouver avec un Front National avec 89 députés. C'est continuer à faire le jeu du Front National si on se met la tête sous le tapis. Alors, Nadia, est-ce qu'il a raison, le président ? Il y a certains points sur lesquels, oui, effectivement, je suis d'accord avec Philippe, et il ne faut pas se voiler la face, et puis il faut appeler un chat. Et puis il faut surtout faire le nécessaire, et ne pas laisser la place au RN. Ça, on est d'accord. Je pense c'est une majorité de personnes qui est d'accord avec ce fait-là. En revanche, à un moment donné, là, ce qu'on constate, de part et d'autre de la Méditerranée, c'est que c'est un rapport de force. Et quand il y a un rapport de force, à un moment donné, il y a un perdant. Et le perdant, en règle générale aussi, est un perdant qui va essayer de faire en sorte de retrouver ses petits. C'est-à-dire que le Maroc, entre autres, si on ne récupère pas une stabilité, une diplomatie assumée, travaillée, c'est pour ça que moi j'ai parlé des 2 ambassadeurs de part et d'autre. Il n'y a pas d'ambassadeur français au Maroc, il n'y a plus d'ambassadeur marocain. Ah, il n'y a plus d'ambassadeur ? Oui, il a été nommé ambassadeur des investissements. D'accord. Il n'y a plus d'ambassadeur pour l'instant ? Oui. En France ? En France. D'accord, il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc ? Oui. D'accord. Et en France et au Maroc aussi, il n'y a pas d'ambassadeur de France au Maroc. D'accord, ça c'est effectivement à surveiller. Alors on avait tant soit peu aussi évoqué la possibilité, enfin c'est Macron lui-même qui avait évoqué la possibilité de se rendre au Maroc sans donner une date d'ailleurs à son retour d'Algérie, c'est la question qui lui avait été posée. Pour l'instant, on sent que les relations sont un peu tendues pour le coup entre les deux pays. Et sur ce sujet-là en particulier, sur le sujet des visas, on sait les Marocains très vexés de la baisse considérable de visas non accordés par la France. Il y a eu un article dans Le Monde ce week-end, sur 2 pages d'ailleurs, où il est indiqué la peine des Marocains qui ont l'habitude de venir, et notamment des professeurs, des gens qui ont fait leurs études ici, qui ont plus de 60 ans, qui viennent d'habitude avec un visa obtenu facilement, des étudiants, des hommes d'affaires, et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir. Et il y a aussi cet échange artistique, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu venir et honorer ils ont qu'à faire comme l'Algérie, faire la réciprocité, et puis voilà. Ma chère Nadia. C'est ce qui va se passer au bout d'un moment. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, il va y avoir de la réciprocité. Mais qui sera le gros perdant ? Je sais pas. Les deux. C'est la francophonie. Oui, la francophonie. Mais je veux dire. Et les investissements et le partage. Cette histoire de visa, c'est quand même, moi, ça m'a toujours offusqué et même chagriné que, par exemple, moi, Français, Christophe, je puisse me rendre comme je veux en Tunisie, au Maroc. Alors qu'un Marocain ou un Tunisien, il galère, et aujourd'hui c'est encore plus dur de pouvoir venir en France. Et c'est pas normal. Sous prétexte effectivement que ces pays-là ont besoin de touristes, je veux dire, au bout d'un moment, il faut avoir un peu de... Voilà, c'est pas possible ce genre de choses, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que je comprends, même si c'est très emmerdant pour moi, si je veux aller en Algérie pour obtenir un visa, je le comprends. Là, je comprends parce que voilà, on a mis ces visas pour les Algériens en France. Qu'a fait l'Algérie ? Réciprocité. Hop, très bien, pas de problème. Mais c'est qu'une question de timing et puis de moment dans la vie économique d'un pays.
la vie économique, la vie diplomatique d'un pays. Donc, il se peut qu'à un moment donné, ensuite, moi je suppute, il se peut qu'à un moment donné... Tu supputes du verbe supputer. Tout D'accord. à fait. Okay. Il se peut qu'à un moment donné, le Maroc dise oui, effectivement, on va mais établir des visas très bien, ils peuvent pas. drastiques. Avec ce qui se passe en ce moment, on n'a jamais eu des décisions, enfin, ça n'a jamais été aussi tendu. Oui, d'accord, mais Nadia, on ne peut pas imaginer que le Maroc puisse faire ce genre de choses. Il se priverait d'une certaine manne touristique qui est importante quand même. Les Français sont très nombreux à y aller. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui ont des résidences là-bas au Maroc. Fait, mais voilà. Tout peut changer. Donc, très concrètement, rien n'est immuable. Le Maroc n'a pas la possibilité de le faire. Ce qui est dommage. Pour l'instant, mais le Maroc ne va pas vivre que du tourisme. À un moment donné, il va multiplier les canaux d'investissement et il va voir comment il va pouvoir vivre intelligemment. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'avec la Tunisie, par exemple, on a discuté, on a échangé, on a trouvé un terrain d'entente et là on est à 30% d'accord de visa, contrairement au Maroc et à l'Algérie qui sont à 50%. Philippe, j'ai envie de te dire, la réciprocité ou pas, t'es favorable toi à la réciprocité, dire bon ok, moi vous exigez des visas pour mes ressortissants, on va faire la même chose pour vous. Ouais, bien sûr. Ouais, bien évidemment. Mais qui a le plus besoin de visa? Qui a le plus besoin de visa? C'est la grande question. Non mais ça c'est la grande question. Non mais c'est ça, c'est la vraie question. Est-ce que c'est la France qui a besoin de plus de visas pour aller en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, ou est-ce que c'est les Tunisiens, tu vois? Oui, c'est vrai que question à poser effectivement. Voilà, en tout cas sur ce sujet-là, est-ce que la France a la raison quand même de garder une certaine fermeté, Nadia, vraiment? La France est sur cette souveraine. situation, sur cette question-là précisément. Oui, elle a raison, mais en même temps, elle a raison. Pourquoi? Et Philippe l'a dit à juste titre. Et puis on s'aligne. Enfin, moi, je m'aligne avec Philippe. C'est qu'à un moment donné, la France est souveraine. Attention, ça peut être dangereux de s'aligner avec Philippe parfois. Je fais attention, je vais me mettre de côté. D'accord. Mais il n'empêche que là, il est question d'actes politiques parce que le Rassemblement national, on n'a jamais eu autant de députés et le Rassemblement national aujourd'hui dit il y a des problèmes et on ne nous écoute pas assez et on ne protège pas nos frontières et on ne protège pas nos citoyens. Je suis désolée, il faut le prouver, il faut le montrer, il faut acter. Et là, ils actent, ils sont en train de dire, voilà, on protège nos frontières, on protège nos citoyens et on fait le nécessaire, même si ça fait mal. Ouais. En termes de politique intérieure et extérieure. Alors on sait que c'est compliqué aussi pour des gens qui ont de la famille, par exemple au Maroc, en Algérie, en Tunisie, de pouvoir faire venir ne serait-ce que les parents pour un visa touristique, c'est compliqué. C'est catastrophique. C'est de plus en plus difficile et voilà, ne serait-ce que pour faire venir ses parents, quoi, je veux dire. Les parents, ils vont pas venir là pour s'installer, ils vont venir là pour aller... Il y a les frais aussi, les frais de visa. Oui, les frais, absolument. Ça coûte combien d'ailleurs? Moi, j'avais cru comprendre 200 dirhams, plus ou moins, mais je peux me tromper. Ça fait quoi, 20 €? Oui, mais je peux me tromper. Ouais. Et il a été question, justement, de rembourser les frais de visa. D'accord, oui. C'est vrai que quand on fait la demande et que c'est refusé, vous l'avez pour vous, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement. Bon, en tout cas, cette question nous intéresse. 01 40 33 9000, les amis, si vous souhaitez nous donner votre avis là-dessus. Et puis, les données aussi, c'est que les personnes donnent des informations concernant leur relevé de compte, leur situation familiale, etc., etc. Et tout ça est donné à l'ambassade de France. Donc, et la question a été posée. Que fait-on de ces données avec des dossiers refusés? Oui. Que fait-on, effectivement? Oui, c'est une vraie question. Et moi, j'ai trouvé toujours, comme je te le disais, mon Philippe, totalement injuste que nous, toi et moi, par exemple, on puisse aller tranquillement dans ces pays-là, en Tunisie et au Maroc. Par contre, l'inverse, c'est très très compliqué, voire impossible pour certaines personnes. C'est totalement injuste, on est d'accord. Oui, mais c'est un rapport de Mais force. le monde est injuste, mais... Oui, bon, ça va. Non, c'est pas ça, mais attends. Christophe. Avec des phrases pareilles, Philippe, on va avancer loin. Non, mais certes, mais c'est la marmotte. Christophe, je suis juste en train de te dire que quand tu es un pays qui par exemple, a besoin de devises pour pouvoir faire des échanges internationaux, etc., tu as tout intérêt à ce que des touristes viennent dans ton pays dépenser leur argent. Oui. Bon, si tu leur mets des freins, les touristes ils vont dire, tu sais quoi, je vais pas venir chez toi, je vais aller juste au pays à côté parce qu'il a l'air plus sympa. Et donc toi, tu dis, c'est l'offre et la demande. Tu vois? C'est ça, c'est le fameux rapport de force, comme disait Nadia tout à l'heure. Par contre, tu vois, par exemple,
on est plus enclin à donner des visas aux Saoudiens et aux Qataris. Ah oui. Oui. Ah, il y a pas, c'est l'ambassadeur lui-même qui te ramène le visa. Oui, parce que ils ont un bon carnet de chèques, une bonne carte bleue et tout va bien. C'est peut-être ça le truc en fait, hein, Nadia ? Oui, mais le jour où la francophonie ne sera plus appréciée dans ces zones-là et que ce sera une partie anglophone, et donc il y a tout à perdre parce qu'il n'y a plus cette notion de fidélité vis-à-vis d'un pays qui nous a énormément donné. Depuis quelques années, on tape sur justement le Maghreb, et puis il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas, enfin on peut pas nier certaines choses. Quoi ? Mais oui, le traitement des personnes sans papier, le fait que certaines personnes sans papier fassent des choses horribles en France et donc il faut qu'elles rentrent chez elles si elles n'ont pas à rester en France. Bon, il y a certaines choses qu'il faut prendre en considération. Mais il n'empêche que les populations maghrébines aujourd'hui se disent « on veut pas de nous ». Ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de taper sur les Maghrébins. L'islamophobie n'a jamais été aussi importante. Et d'ailleurs, moi qui suis souvent au Maroc, on me dit... Nous, on a peur de venir en France. C'est un beau pays, mais c'est violent. Ils ont une police qui est violente. Ils ont un rapport à l'autre qui est, et notamment aux musulmans, qui est dangereuse pour nous. Donc, nous, on préfère aller en vacances à Dubaï, en Grèce, au Canada, aux États-Unis, mais pas en France. Et moi, je ne comprends pas que les gouvernements et la diplomatie française ne se remettent pas en cause. Parce qu'il suffit de 10 ans. Il suffit de 10 ans, ça a été prouvé, pour qu'il y ait un changement de langue parlée et aussi pour qu'il y ait un changement au niveau des étudiants. Et lorsque les étudiants vont... en train de se faire en Algérie, par exemple, tout à fait. Avec l'anglais. Oui, avec l'anglais. Et le Maroc, en ce moment, est en train de réfléchir au fait d'introduire l'anglais. Ouais. Hicham est avec nous. Bonjour Hicham. Salut Hicham, à bientôt Hicham. Appelle-nous 01 40 33 9000 mon Hicham. Effectivement, oui, l'anglais, voilà, qui va être une langue mise en avant en Algérie plus que le français en tout cas. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Michel du 10e. Michel, c'est ça, c'est Michel. Michel. Tu nous appelles d'où mon Michel? Du 10e arrondissement. 10e arrondissement de Paris, hein? Oui, Paris. Ouais, bah c'est pas évident, ça aurait pu être Marseille aussi, hein, Michel. Oui, mais on est parisien. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe mon Michel? Bah alors mon Michel, c'est quoi ce téléphone là? C'est moi. Depuis quand il n'y a pas de relations diplomatiques entre le Maroc là? Depuis quand la France n'a pas de relations diplomatiques? Nadia, je crois que c'est la question qui t'est posée. Ça fait quelques mois qu'il n'y a plus d'ambassadeur français. Mais depuis quand, madame? Exprimez-vous, donnez des faits, Michel, d'abord, Michel, on va se calmer 2 secondes. Et justement, non, mais parce que j'aime pas ce petit ton arrogant que t'es en train d'emprunter. Non, Michel, s'il te plaît, on se parle calmement et on se respecte. Voilà. J'aime pas ce petit ton arrogant un petit peu, tu vois. Donc, Nadia, effectivement, on te disait qu'il n'y a plus d'ambassadeur pour l'heure. Pour l'heure, depuis quand, madame? Depuis 2-3 mois maximum. Depuis quand, madame? Depuis 2-3 mois, elle vient de te répondre, Michel. 2-3 mois. Monsieur, moi, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, si vous le souhaitez, vous pouvez googliser et avoir l'information en direct avec plusieurs sources. Et là, vous l'aurez. Donc vous pouvez aller sur Google et vous verrez. Je ne suis pas quelqu'un qui dit... J'ai de la famille au Maroc, je vous dis. Oui, mais moi et alors c'est quoi? Vous nous dites quoi, Michel? Mais j'y étais la semaine dernière. Moi j'ai des amis qui ont de la famille. Oui, voilà, qu'elle t'explique, c'est tout ce que je veux savoir. Voilà. Donc voilà. C'est connu, c'était une femme d'ailleurs. Et elle est partie. Ambassadrice, vous dites les deux. Comment, Michel? Vous nous parlez d'ambassade. Oui, d'ambassade. Voilà, elle vient de dire c'est une dame. Oui. C'était une dame, oui, c'était. J'écoute. Voilà, c'était une dame. Pour l'heure, il n'y en a plus pour l'instant. Depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Oui. Vous plaisantez ou quoi? Alors dis-nous la vérité, Michel, raconte-nous, vas-y, dis-nous. Eh bien, depuis quand il n'y a plus de relations diplomatiques entre la France et le Maroc? On vous parle d'ambassadeurs. Vous venez de me dire 3 mois. On parle d'ambassadeurs, d'ambassadrices au Maroc et d'ambassadeurs. Et vous savez que l'ambassadeur du Maroc en France... Vous venez de dire c'est une ambassadrice. Non, monsieur, là, vous jouez avec les mots, monsieur. Là, vous jouez avec les mots. Moi, je vous parle d'une ambassadrice
Voilà. Ambassadrice côté français, D'accord. qui est française, Oui. qui exerce à Rabat, on est d'accord. Oui. Rabat, c'est bien au Maroc, Rapport monsieur. diplomatique, Voilà, des relations diplomatiques. Voilà, on est d'accord. Entre deux, Voilà, deux États, oui. très bien. Oui, oui. Et vous savez qu'il y a un ambassadeur marocain, n'est-ce pas, à Paris, Mais vous à venez de dire que l'ambassade c'est de l'ambassadrice. Maroc. À l'ambassade du Maroc. Non, mais on on est- parle de la France. La France était une ambassadrice au Maroc. Voilà. Et en France, c'est un ambassadeur du Maroc. Bon, tout ça pour dire quoi? Qu'il y en a plus des deux côtés pour l'instant. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y en a Je veux plus. comprendre. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux juste comprendre. Bon, ok, Michel. Merde, t'as compris, Michel? Donc pour l'instant, il n'y a plus d'ambassadeur, ni d'un côté ni de l'autre. Depuis 3 mois. Depuis environ quelques mois. Ça voilà. fait quelques mois, oui. Quelques mois. Et bon, Et pour l'instant. il y a une raison à ça? Ah bah, vas-y, dis-nous, Michel, t'as la raison ou pas? Bah, à mon avis, il y en a toujours eu une relation. Mais on n'a pas dit qu'il n'y avait plus de relation, on te dit qu'il n'y a plus d'ambassadeur des deux côtés, Michel. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, je crois qu'il y a C'est qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre deux États. Non, on C'est ça que n'a je jamais comprends dit qu'il n'y avait pas de relation diplomatique entre deux États. il y a- On se dit que pour il y a pas l'instant, d'ambassadeur, il n'y a pas d'ambassadeur. Après, D'accord. pour X Et pour ou quelle Y raison raison, à toi de Ils nous le sont dire. pas nommés, ils sont pas encore nommés. Peut-être qu'on est en attente de nommer des gens, peut-être, Michel, non? Non, mais il y a une raison. Eh ben alors, dis-nous la raison au lieu de nous faire tourner en bourrique, là, Michel, tu m'agaces, toi. Michel, dis-nous la raison, là, au lieu de m'agacer, de me mettre les nerfs, là. Non, je vous agace pas. Je Mais veux si, tu juste m'agaces. comprendre. C'est simple, je veux juste comprendre. Eh ben alors, Pourquoi dis-nous il y a la pas de raison. relation Et entre deux États, il n'y a pas de relation diplomatique. Non, il n'y a pas d'ambassadeur. Attends. Mais pour quelle raison Allez, Non, Hicham, mais Hicham, là- écoute-moi, Non, écoute-moi. mais là, non, mais là, on Hicham. pédale dans la semoule. Hicham. On Non, c'est pédale Michel, dans lui, la qui est en train de nous semoule, appeler, là. qui est en train de nous Non, faire c'est une farce, Michel, là, c'est Michel, il se Cyril fout de notre gueule, en fait. Non, Michel, mais tu- exactement. Hicham, Je veux juste Exactement. comprendre pourquoi il n'y a pas de relation diplomatique C'est entre pas ce qu'on deux a dit. États. Il y a une Non, raison. c'est pas ce qu'on a dit. Pour l'instant, ni Rabat Oui, ni mais il y a une Paris. raison, monsieur. n'a Eh ben alors, nommé- c'est quoi la raison? Il dit oui, il y a une raison. C'est quoi la raison, Michel, s'il te plaît? Mais c'est ce que je veux comprendre. D'accord. Bah merci Michel. Tu m'as saoulé Michel, je te le dis. Hein. Merci beaucoup Michel. Si, tu m'as saoulé, je te jure que tu m'as saoulé. Allez, dans un instant, on va parler... Philippe, de est-ce la- qu'on s'est compris? Oui, oui, on s'est sûr, compris. ouais. Ah, ok, bien sûr qu'on s'est d'accord. compris. J'ai eu peur. C'est bon, faut arrêter de délire. Allez, dans un instant, on va parler de l'assurance chômage. Ça Eh aussi, oui. c'est un sujet. Est-ce que vous la trouvez injuste ou nécessaire, cette réforme sur l'assurance chômage? C'est la question qu'on vous pose. Le grand forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Ouais, t'as raison, Nadia. Quand même. Oui, quand même. Écoute, Ouais, t'as raison. Hein, s'il vous plaît. voilà. Bon, c'est important. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Nadia Chérif, notre banquière. Ça va le monde des affaires? Écoute, c'est difficile en ce moment, j'ai envie Ah de bon dire. Les gens ont peur. Ils Ah, parlent vas-y, de on va crise à pleurer, tout on va va. pleurer. Oh, arrête, tu sais Écoutez, très bien Karim que c'est Alouache, vrai. tout va bien. Hein. Bah oui, non, mais Ah oui. oui, tout va bien, tout dépend pour qui. Mais Bah, pour vous, ça va c'est bien, toujours... les banquiers, oui, non, les toujours, banquiers. toujours. Vous engraissez toujours. bien sur notre dos. Non, on s'engraisse pas. On est là pour vous soutenir, vous Bon. aider et vous trouver des solutions. C'est pas pareil. Bah ouais. Ah bah, Tout à fait. j'ai une copine qui s'appelle Carole, qui a une petite fille de 5 ans qui est toute seule, qui s'appelle Rose, qui aimerait beaucoup que tu lui trouves de bonnes et de vraies solutions. Tiens, c'est parti, petite dédicace au passage. Voilà, petite dédicace à Eh bien, Carole. on en reparlera si tu veux avec un exemple bien précis. Ah ouais, vas-y, je suis preneur, moi. Mhm. Philippe Boriaki, conseiller régional et co-porte-parole national de l'écologie au centre, avec nous sur France Maghreb 2. Affirmatif. En ce mardi, place à la battle, au débat. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. On va avoir une prime, je te jure. Hein. Venir avec travailler de la fièvre, hein, supporter les gens. Et en plus travailler. Bon, c'est un scandale, franchement. Alors, on va parler de l'assurance chômage, de la réforme. Que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage? Injuste ou nécessaire? On pose cette question car le gouvernement a présenté ce projet hier après-midi avec notamment une baisse de 25% de la durée d'indemnisation, une baisse de 25% donc de la durée pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à partir du 1er février. Un chômeur qui aura le droit par exemple à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus le droit qu'à 9 mois. Un plancher minimal de 6 mois sera préservé. Les premiers impacts sont attendus à partir du 1er août. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, espère 100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires d'ici l'année prochaine grâce à sa réforme. Aujourd'hui, la durée d'indemnisation maximum est de 24 mois pour les moins de 53 ans, de 30 mois pour les 53 et 54 ans et 36 mois pour les
55 ans ou plus. Les seniors vont payer le plus cher d'ailleurs, passant de 36 à 27 mois maximum, a réagi la CGT, disant craindre que ces seniors ne basculent tout simplement vers le RSA. Le slogan de l'exécutif, que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Autrement dit, pour le gouvernement, la durée d'indemnisation réaugmentera si la conjoncture repartira dans le mauvais sens, avec par exemple un taux de chômage au-dessus de 9%, ou alors une augmentation d'1/8 sur un trimestre, puis en cas d'embellie, cette durée rebaisserait de 25% après 3 mois sur les 9% de chômage. Donc une hausse de 0,8 points, le taux de chômage qui est actuellement à 7,3. Le ministre s'attend à ce qu'il soit semblable d'ailleurs en février. Pour justifier sa réforme, en tout cas le gouvernement met en avant les difficultés de recrutement actuelles dans les entreprises. D'ailleurs, contrairement aux syndicats salariés qui voient une façon inavouée de faire des économies, les organisations patronales sont plutôt satisfaites. CGPM salue notamment une réforme qui va dans le bon sens. Alors, cette réforme de l'assurance chômage, tant décriée, est-ce que vous la trouvez injuste ou nécessaire ? C'est la question que l'on vous pose. La question que je vais poser à Philippe Bouriaki. Est-ce qu'elle est injuste ou est-ce qu'elle est nécessaire, cette réforme, Philippe ? Alors, avec tous les détails que tu viens de donner, mon Christophe. Attends, je m'entends en écho. Oui, vas-y, on t'écoute, mon Philippe. Ouais, ok. Donc, je disais, avec tous les détails que tu viens de donner, moi, je dois appeler un ami, bouge pas, je vais appeler Carl Leponte immédiatement, parce que alors, si t'as tel âge, il y a tant, après ça diminue, ça redescend. Mais qui a pondu ça ? Le mec, là, moi, je veux qu'on le fouette sur la place publique. Ah non, mais sérieusement. C'est forcément un technocrate qui n'est pas sur le terrain. On avait quelque chose d'uniforme, de lisse qui était compréhensible par tout le monde. Là, c'est plus compréhensible. Et je suis même sûr que les techniciens qui sont derrière, même eux ne peuvent pas le faire. Non, mais c'est facile à comprendre. Il y a même les personnes qui travaillent aux ACDIC, à Intel, mais Nadia, c'est ils facile en à ont marre. comprendre. Vous avez une situation à plus de 9%. Là, ça sera beaucoup plus simple, en tout cas, sera plus généreux, en tout cas, en matière d'indemnisation. Si on est en dessous des 9%, là, ça sera plus strict et plus dur, parce que il y a une possibilité d'avoir un emploi plus facilement. Là, tu parles d'un chiffre, d'un pourcentage 9%. Plancher. Oui. Là, moi, je l'entends, et je peux dire, mais j'engage uniquement ma responsabilité à moi, et mon opinion. Moi, je peux comprendre qu'on ajuste en fonction de l'économie et aussi en fonction de l'état du pays. Très bien, ça peut paraître logique. Quand tout va bien, on paye. Quand tout va mal, on fait attention. Ou vice-versa, bref. Mais moi, là où je m'interroge, c'est qu'on sait que la bureaucratie française, c'est une catastrophe. Moi, si tout va bien et qu'on réagisse immédiatement en faisant le nécessaire immédiatement, mais on sait tous que l'État, les structures, les services publics, c'est une catastrophe. Non, mais c'est un peu inédit comme situation, c'est-à-dire que si on a un taux de chômage supérieur à 9%, effectivement, la situation, on aide davantage. Et si on est en dessous des 9%, oui, c'est pour ça que je dis que c'est logique. De moins en moins, voilà. Non, mais c'est logique. Donc, nécessaire ou injuste, c'est ça la question. Non, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est logique. Et quand c'est logique, ça peut être juste et nécessaire. En revanche, moi, ce que je me pose la question de la mise en place de tout ceci. Comment faire pour que ça soit fait de façon juste, équitable et sereine? Si on est en dessous des 9 points pendant plus de 3 mois, là, on aura une situation plus stricte. 3 mois. Non, mais Christophe, il faut la mise en place de tout ça. Non, mais attends. Aujourd'hui, va embaucher un senior? On se fout de qui? On leur dit il faut bosser jusqu'à 64 piges, mais attention, dès que tu te retrouves sur la paille, t'es mort, on te brûle, il n'y a plus qu'à jeter une allumette. Mais les gens qui ont fait ça sont fous. C'est tout. Donc toi, tu la trouves injuste? Ils ne sont pas confrontés à la vie réelle, ils ne travaillent pas. Bien sûr, c'est injuste. Ils ne travaillent pas. Ces gens-là n'ont jamais travaillé. Ils font l'ENA, ils font Polytechnique, et donc ils pensent qu'ils sont l'élite, mais ils sont en déconnexion totale depuis 50 ans avec la réalité sur le terrain. Là, voilà le problème. Et c'est ça, nous, sur lequel on est confrontés, les politiques. Et il n'y a pas un politique courageux pour dire, écoutez, cette casse-là, ça va s'arrêter à un moment donné. Parce que comme ils verrouillent tous les postes de contrôle de l'État, eux peuvent te bloquer le pays, mais pour de vrai, tu vois. Les camionneurs à côté, c'est la rigolade. On est d'accord, mais Samir du 95 qui est avec nous. Bonsoir Samir, est-ce qu'elle est injuste ou nécessaire cette réforme d'assurance chômage? Oui, bonsoir à tous. Non, cette réforme, je vais l'appeler, c'est une réforme bricolage, parce que faire une réforme sur un coup ou sur un taux,
des gens qui ont justement une certaine nécessité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Hein, là, on parle d'un chômage, c'est pas un salaire, c'est voilà. Donc on n'a pas dans ce cas-là, moi je veux bien, hein, on a quand même supprimé le chômage. Dans ce cas-là, on va cotiser directement dans le privé. Et celui qui va cotiser le plus, aura beaucoup plus. Un peu comme le mutuel. Et là, on nous demande encore de faire des efforts. Je pense qu'il faut arrêter. Dans les années 90, tout tournait, tout le monde était content, il y avait de l'argent, il y avait une bonne distribution. Sauf que là, il y a un effondrement économique, social et autres. Donc, les coûts et les charges devraient être justement à la hauteur de l'inflation, tout simplement. On a des charges, on a des loyers, on a ce que vous voulez. On aura beau trouver des solutions, des solutions du bricolage, on va dire, du chômage. Mais c'est du bricolage, c'est du n'importe quoi. Donc pour toi, c'est par les ministres, déjà de voir qu'est-ce qu'ils pensent, si on leur sucrer leurs primes et non, c'est du n'importe quoi. À partir du moment où vous savez, l'assurance chômage, c'est une assurance, c'est une assurance. Je travaille, je cotise. D'accord. Il y a une galère dans mon travail, j'ai droit à mon assurance sur laquelle j'ai cotisé. Voilà l'assurance. Si maintenant ils veulent pas cotiser, dans ce cas-là, ils font un plafond minimum pour ceux qui veulent moins payer, et ceux qui veulent avoir une cotisation beaucoup plus importante, ils cotiseront un peu plus, c'est tout. Mais ça reste du bricolage. Merci Samir en tout cas pour ton avis. Donc ça reste du bricolage pour Samir, Nadia. Cette situation d'ailleurs, toi, même si tu trouves nécessaire, tu te poses la question quant à l'application aussi de cette réforme. Tout à fait. Et la budgétisation. Et là, moi, c'est vrai qu'il a marqué un point. Parce que, comme d'habitude, qui finance quoi ? Comment s'articule la budgétisation de toutes ces structures qu'on va mettre en place ? Et puis surtout, où va cet argent ? Et c'est ça aujourd'hui, c'est que fait le gouvernement avec l'argent des citoyens, alors qu'on voit que on voit les dernières affaires de corruption, d'emplois fictifs et de ministres et de personnes qui sont élues et qui sont hors sol. Et ça fait mal. Linda de Nancy est avec nous. Bonsoir Linda, au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, la réforme de l'assurance chômage. Christophe, je suis désolée, mais j'ai envie de dire qu'elle est nécessaire, mais qu'elle est également profondément injuste. Ah, alors ça, c'est intéressant, ça. Bien évidemment qu'elle est nécessaire, parce qu'on ne peut pas continuer à endetter notre État de cette manière-là, en sachant qu'effectivement, il y a un nombre important d'emplois non pourvus, si bien qu'on fait appel à des main-d'œuvre étrangères pour pouvoir assurer. Donc, la nécessité, elle est là. On va pas contre-argumenter. Mais est-ce que pour autant, quelque chose qui est nécessaire est forcément juste ? Non. Là, en l'espèce, elle est injuste parce que l'assurance chômage, alors j'aime pas ce terme-là, parce que ce sont des droits que le travailleur, de par sa force vive de travail, dont il peut disposer lorsque les aléas de la vie font que parfois on perd son travail. Donc c'est un droit finalement. Elle aurait été juste si on aurait admis que l'on ne cotise pas de manière obligatoire sur notre fiche de salaire pour l'assurance chômage et qu'on nous autorise à cotiser auprès de banques ou de groupements privés qui seraient spécialisés. Le fait de rendre toujours obligatoire cette cotisation-là, en sachant que demain nous ne pourrons pas en disposer comme nous devrions, parce qu'encore une fois c'est un droit, ça me pose un problème. Mais pour autant, le caractère nécessaire est là. On ne peut pas le contester. Oui, voilà. J'ai bien compris ta remarque, elle est très intéressante et j'avoue que j'avais pas pensé à ce qu'on puisse répondre de la sorte, mais en tout cas bien vu, ma chère Linda de Nancy. Donc injuste ou nécessaire, pour l'instant c'est injuste à 98% sur Twitter, le grand forum FM2, en tout cas c'est vous qui en avez décidé ainsi, injuste à 98%, comme Philippe Bouriaki d'ailleurs, nécessaire seulement à 2%, bien quand même que les arguments de Linda, Philippe, j'espère t'ont convaincu un petit peu. Il faut faire quelque chose. On peut pas rester comme ça. Mais la chose qui a été proposée est injuste. Voilà. Non mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Il faut permettre aux gens de pouvoir travailler et toucher un salaire décent. Et il faut que le travail rapporte plus que celui qui ne travaille pas.
La réalité, elle est là. Alors, je dis pas qu'il faut descendre les allocations, parce que on va avoir un autre problème, en fin de compte. Si les gens, ils ont plus rien, ils vont se retrouver aux minima sociaux, et donc ils vont se retrouver au RSA, et donc ils vont bénéficier des APL, et ils vont avoir la CAF par rapport au nombre d'enfants. Donc, à nouveau, c'est toute la collectivité qui va débourser. Alors qu'en fin de compte, l'assurance chômage, c'est les gens qui cotisent. La CAF, on te prélève, mais on prélève sur qui ? On prélève sur celles et ceux qui travaillent. Ouais. Donc, attention à l'usine à gaz que vous êtes en train de mettre en place, les enfants, c'est tout ce que je dis. Finalement, vous êtes assez d'accord, Nadia et Philippe, pour le coup. Oui. Ouais. Presque en tout cas. Voilà, donc question qu'on vous a posée aujourd'hui à laquelle vous avez répondu, et nos amis donc Nadia et Philippe ont débattu ensemble aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette battle, dans ce débat. Fin de cette battle. Oui, le sifflet il est là et il est puissant, bien entendu. Restez avec nous dans un instant. C'est Mam, la belle histoire des génériques consacrés à une émission qu'on a tous regardée. En tout cas, je suppose que ça te rappelle des souvenirs, Nadia, ainsi que toi, Philippe. Oui. Et tous moi, j'aime à la bien une. les histoires de la belle histoire. C'était la dernière émission de Patrick Sabatier avant qu'il soit évincé de la télé. Voilà. Tous à la une. Il va nous raconter l'histoire. Le quiz à suivre et nos pronostics, amis auditrices, auditeurs. On a besoin de vous parce que Nadia aujourd'hui, les pronostiqueurs, Philippe et Nadia, connaissent rien au foot. C'est vrai, je vous le dis direct. Mais bon, ça va être marrant en tout cas de les écouter. Et évidemment, on va pronostiquer sur les 4 points. Et c'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des génériques consacrée à une émission qui a été la dernière émission de Patrick Sabatier à la télévision, Tous à la une. La belle histoire des génériques. Tous à la une, 1990-1992. Parmi les émissions que nous regardions par tradition les vendredis soirs, cette émission était de celle-là. Elle fut la dernière grande émission qu'anima Patrick Sabatier sur TF1 avant d'être congédié sans ménagement par la direction de la chaîne. Son nom, Tous à la une émission réalisée depuis les studios Carrère du plateau A à la Plaine Saint-Denis. L'émission est une version modernisée de l'un de ses programmes, Porte-Bonheur, diffusé sur TF1 entre 1983 et 1986. Le principe ? Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire permettait à la fois aux téléspectateurs de retrouver tout au long de la soirée des personnalités de tous horizons et de découvrir des gens qui méritaient d'être sous le feu des projecteurs. Ces anonymes, qui n'appartiennent pas au monde du showbiz, comme on le dit si bien, sont choisis selon leur mérite, leur talent ou leurs actions par un invité d'honneur. Le premier fut Alain Delon, parrain officiel de toutes les émissions de Patrick Sabatier. Pour la circonstance, cet invité d'honneur devient le parrain, porte-bonheur en quelque sorte de ces 6 inconnus qui vont se retrouver le temps d'une soirée sous les feux de la rampe. Ces anonymes sont sélectionnés par le courrier des téléspectateurs ainsi que dans la presse locale, régionale ou nationale. Tous à la une est lancé le vendredi 7 septembre 1990 à 20h40 sur TF1 avec, outre Alain Delon en tant qu'invité d'honneur, sont invités Johnny Hallyday, Patricia Cass, Mireille Mathieu, Eddie Mitchell, Patrick Bruel, Serge Lama et le Kid Bazar. Patrick Sabatier proposera certains numéros exceptionnels de Tous à la une et proposer à 7 téléspectateurs de réaliser leurs rêves les plus fous. L'émission s'arrête au bout de 2 ans, comme veut la tradition instaurée par Sabatier lui-même le vendredi 19 juin 1992. Suite à l'affaire du mage guérisseur apparu dans l'une de ses émissions et du scandale d'escroquerie de ce dernier, Sabatier sera pris dans la tourmente, sera remercié de TF1 et de RTL, blanchi par la justice bien plus tard et entamera une véritable traversée du désert. La musique du générique est signée Patrick Lemaître et les paroles de Patrick Sabatier. Voici Tous à la une, 1990-1992, produit par Télévasion Patrick Sabatier et Carrère Télévision pour TF1. Et ouais, on se rappelle évidemment de cette affaire qui avait mis Patrick Sabatier sur la touche pendant plusieurs années, une longue traversée du désert effectivement avec cette histoire du guérisseur en 92. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Tous à la une, c'était l'émission donc Mam avait choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui. Nadia. Oui, ça rappelle des souvenirs. Bon, moi, j'étais pas fan de l'émission parce que on était famille nombreuse, une seule télé, donc c'est papa qui se décidait. Ah, donc faut dire la vérité aussi. Non, mais ça c'est bien que papa décide. Voilà. Mais voilà, c'était tout de même l'émission de la majorité des foyers français et oui. Il est aimé. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Absolument. Tiens, il est chez Hanouna maintenant. Enfin, de temps en temps. C'est parti pour le quiz. Le quiz.
t'as l'occasion de défoncer Philippe, là il est occupé. Alors, première question. Les joueurs de quelle équipe ont refusé de chanter leur hymne national? Iranien, ouais. Ouais, avant le coup d'envoi du match hier, les Iraniens. Quel député est convoqué devant la justice à Lille le 13 décembre prochain pour un plaidé coupable? Alors là... Procédure de reconnaissance préalable, culpabilité. Capnas, bonne réponse. Le président de quel club de foot a annoncé envisager de vendre des parts du club? Il indique même avoir eu des propositions. Alors là, je suis pas du tout fou. Bordeaux, l'OM? Non. Quand? Non. PSG? PSG, effectivement. Non. Nasser El Khalifi a révélé cette information absolument incroyable, qu'il envisage de vendre des parts du club du Paris Saint-Germain, et indique même qu'il a eu des propositions. Attention. Quel secrétaire d'État va animer jeudi soir, c'est vrai, sur Virgin Radio, une émission exceptionnelle contre les violences faites aux femmes? Chiappa, oui. Animatrice d'un soir. Marlène. Elle avait déjà fait avec Hanouna, ça. Oui, elle va le faire sur Virgin Radio. Voilà. Radio. La radio qui vous donne du Virgin. Et qui va devenir Europe 2, qui va redevenir Europe 2 d'ici peu de temps. Une tempête de neige historique. New York. Dans quel pays? Oui, l'État de New York. Écoutez bien, 2 mètres de neige en une nuit. Oui. Non, mais c'est pas un pays, l'État de New York, c'est les États-Unis. Non, mais c'est aux États-Unis. Oui, mais c'est précisément dans l'État de New York. Et dans quel pays? Ça ne compte pas, cette question. Non, elle compte très bien. La question est bien posée, pardon. Et payée aussi, d'ailleurs. 2 mètres de neige en une nuit, c'est quand même incroyable. Oui. Ah ouais. Allez, dans un instant, c'est l'heure des pronostics. On vous attend 01 40 33 9000. On va prendre le calendrier de demain, puis on va s'amuser à pronostiquer bien les matchs pour demain. Il y a du Maroc, il y a de l'Espagne, il y a de l'Allemagne, il y a même de la Belgique, du Canada. Bref, restez avec nous sur France Maghreb 2. Et puis ce soir, on va pronostiquer le match de l'équipe de France. Allez, restez avec nous dans un instant. Le LGF continue. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. France Maghreb 2, et vous le savez, pendant la Coupe du Monde, France Maghreb 2 est au cœur de l'événement, évidemment. Coupe du Monde qui a démarré le 20 novembre dernier, dimanche dernier, avec déjà son lot de surprises. C'est parti pour les pronostics. Si vous voulez jouer avec nous, enfin pronostiquer avec nous, 01 40 33 9000. 01 40 33 9000, à vous de jouer avec Nadia Chérif, qui est avec nous aujourd'hui, banquière, militante associative et prof de yoga. Philippe Boyaki, conseiller régional, ainsi que co-porte-parole national de l'écologie au centre. Alors, on peut dire que la première surprise historique est arrivée ce matin, puisque l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine de Léo Messi 2-1. Incroyable ce qui s'est passé, évidemment, ce matin. Et puis la Tunisie, qui a fait un bon score pour le premier match dans cette Coupe du Monde. La Tunisie qui a fait 0-0 avec le Danemark. La Tunisie qui est dans le même groupe que la France, qui jouera ce soir à 20h. La France qui affronte plutôt l'Australie. Nadia, est-ce que tu as une petite idée de ce match de gagnants, nombre de buts entre la France et l'Australie pour ce soir, 20h? Très attendu par les supporters français. 1-1. Ah, toi, tu es un partout. Voilà. Philippe? Ouais. France-Australie, ça t'appelle quoi? Écoute, moi je suis très chauvin, je suis un patriote nationaliste et puis un peu beauf sur le côté. J'ai mon petit béret, ma baguette et mon camembert. Moi je pense que les kangourous là, ils vont ramasser cher. Hein. Il va y avoir 3-1. D'accord. 3-1, très bien. Ouais. On note. Bah, écoute, Benzema en attaque avec Platini. Non, Benzema il est forfait. Hein. Il est forfait, Benzema. Bah oui. Bah oui. Oh là, Philippe, tout le monde en parle. Pourtant je suis pas foot. Mais tout le monde en parle depuis ce week-end. Il est fou ce mec. Il est forfait. Pourquoi il est forfait? Il est blessé. Durant l'entraînement. Durant l'entraînement, ils s'entraînent les mecs. Il s'est fait une déchirure à la cuisse. Pourquoi ils s'entraînent des Niemma? Benzema il est... Philippe, attends, j'appelle l'émir du Qatar. Ouais, Aziz, tu reportes la... Hey, t'es le Qatari ou t'es pas Qatari? Tu reportes la coupe. Voilà. Tu reportes. Sinon je viens. Voilà. Attends. Bon. Non, vous êtes sérieux? Non, sérieusement, bah oui. Sérieusement. Pourtant, moi je suis pas foot, hein. Mais bon, ça fait le tour de la toile. Quand même. Non, bon. J'étais sur une toile d'araignée, moi, donc. Ouais, c'est ça. Donc ce soir, moi, je pronostique toujours. Hein, je reste sur mon 2-1 pour l'équipe de France ce soir. Ah, moi 3-1, tu vas voir. Avec un but de Kylian Mbappé. Voilà. Un doublé de Kylian Mbappé. Inch'Allah. Alors demain matin, à 11h,
Premier match pour le Maroc qui affronte la Croatie, Manadia. Qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, je mets 1-0 quand même. 1-0 pour qui? C'est le Maroc qui mettra le but quand même. Le Maroc, pour toi, va battre la Croatie. Très bien. Bon, Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Je connaissais pas ce pays, Croatie, Manadia. Ça, c'est une première pour moi. Mais les Lions de l'Atlas, ils vont leur mettre 2 buts là, aux Croates. C'est possible. C'est pas parce qu'ils étaient finalistes la dernière fois contre la Gaule qu'ils vont. Non. Les Lions là, je les ai vus, ils ont la dalle, ils ont faim. Ils ont Gianni en plus. C'est des petits jeunes en plus. Non, mais en plus, ils vont jouer pour leurs frères algériens, donc ils vont leur mettre 3-1. Oui, bien sûr. Bon, alors moi, je suis quand même assez objectif et footballistiquement parlant, un peu plus connaisseur que ces deux-là. J'ai bien peur que le Maroc ne s'en sorte pas, en tout cas pour le premier match, et se fasse battre par le score de 1-0 par la Croatie. Voilà, demain. En tout cas, et j'espère me tromper. C'est France-Maghreb, le titre de l'émission. Non, le titre de l'émission d'abord, c'est France, c'est le Grand Forum. Franchement, c'est et vraiment. dans le Grand Forum, on dit la vérité. Est-ce que tu aurais mis un billet sur l'Arabie Saoudite contre l'Argentine? Jamais. Voilà. Alors moi, je dis demain, les Lions, mes frères, les Lyonnais là, ils vont. À 14h, un Allemagne-Japon. Aïe. Allemagne-Japon, ma chère Nadia. Allemagne. Ouais, Allemagne. Philippe. Ouais, c'est Y'a ball. Regarde leur bagnole, ils tiennent la route. Non, allez, on va mettre l'Allemagne. Dutch Caritas. Mais les Japonais, non, l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord. À 17h, Espagne-Costa Rica, Manadia. Oh la vache. Costa Rica. Ah ouais? Espagne, hein, quand même. Ouais, moi je suis. Héros. Je suis pas une footballistique, mais j'aime bien le Costa Rica. C'est ça que j'aime bien. C'est que même quand on n'y connaît rien, on peut même faire des pronostics assez incroyables. Le Costa Rica, retenez bien. Hein. Retenez bien si vous êtes joueur. Voilà, retenez bien Costa Rica pour Nadia. Philippe, Espagne-Costa Rica. Écoute, moi j'ai peur que l'Arcon nous sanctionne. Moi je vois les Paellas contre les Chicanos. C'est un peu compliqué quand même. Un coup de sombrero, c'est l'Espagne. Ouais. Et puis à 20h, un Belgique-Canada, Manadia. Ah! Belgique. Ouais, nos cousins belges. Ils ont envie de manger des frites. Bah oui. Ouais. Les frites contre le sirop d'érable, c'est les frites qui gagnent. Ouais. Alors mon Philippe, Belgique-Canada. Belgique, il n'y a pas photo. Bon, même s'ils sont francophones, hein, par ailleurs. Non, attends, ils sont moitié francophones, moitié. Que disait De Gaulle? Ah oui, non, mais alors si De Gaulle le disait, ils sont francophones. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de donner. Eh bien, moi, en fait, je vois une victoire de l'Allemagne 3-0. Victoire, tu vas loin quand même. Une victoire de l'Espagne 2-1. Et une victoire de la Belgique sur le score de 1-0. Ça va être un peu dur, parce que le Canada, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec eux. Donc, il faut se méfier de ces équipes-là. Voilà. Le Canada vient de menacer de ne plus envoyer de moutarde s'il perdait. Voilà. Sirop d'érable. Donc, ce soir, tous derrière les Bleus, évidemment. Demain matin, 11h, tous derrière le Maroc. À quelle heure le match? 20h. Ah bah non, je serai pas derrière les Bleus, je serai à l'Opéra. Qu'est-ce que tu vas foutre à l'Opéra, Philippe, en même temps? Ah voilà, bah écoutez, c'est les 24 heures talent qui ont été soutenus par la région. Donc les lauréats, c'est ce soir. Et donc je serai auprès, j'espère, de ma présidente Valérie Pécresse et de ma vice-présidente Florence Portelli pour voir les créations que la région... Moi, je trouve ça honteux que vous fassiez des événements comme ça, un soir de match, un soir de l'équipe de France, un soir de rassemblement de la nation. C'est vraiment de scandaleux. Scandale. C'est un scandale. On ne savait pas lorsque c'était... Comment ça, on ne savait pas? Mais t'es fou, quoi. On connaît les dates d'avance. On sait que le 30 novembre, il y a un France-Tunisie. Voilà, par exemple, tu vois. France-Tunisie. Alors, le 30 novembre, je pourrais pas, parce que justement... Non, je déconne. Je sais pas. France-Tunisie, ça va bien. Non, mais j'essaierai d'être présent le 30 novembre, mais j'écouterai à la radio, vous allez retransmettre. Ouais. Et puis d'un coup, c'était en plein opéra, tu l'as joué. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. Rendez-vous Compte demain. Sur toi, Philippe. Les enfants, demain, on sera avec qui demain? On sera avec Jimmy Dalidou. On sera avec Amin Saha et on sera avec Mehdi demain aussi, Mehdi Choukri de la SNCF, conducteur de train à la SNCF. Voilà, donc une belle brochure évidemment. Et puis tiens, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire de Nordine qui s'était fait tirer dessus à Stein l'année dernière par les flics. C'était assez violent d'ailleurs. Nordine sera avec nous ce jeudi pour témoigner, parce qu'il y a une audience qui approche pour lui, donc il sera avec nous ce jeudi à 17h pour nous parler de son affaire. Et normalement, si tout va bien, j'ai un énorme invité pour ce vendredi. Ah ouais. Si je vous dis, je sais pas, manager de Kanye West, un grand talent de l'animation au Maroc.
Espèce de star. La gaffe. Non, pas la gaffe. Bon, affaire à suivre en tout cas. C'est pas encore tout à fait confirmé, donc voilà. Mais un gros invité probablement pour ce vendredi sur Un France gros Maghreb 2. invité, Carlos. Non, c'est pas Carlos. Il est mort, Carlos. Ah merde. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, mon Philippe. Merci, Manatia. Merci à vous.